Pression désastreuse. Bon, je vous avais demandé via ce sondage si vous vouliez un thread d'horreur, vous avez été une grosse majorité à répondre oui, donc le voilà. En plus ça tombe bien vu que l'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée pendant Halloween. D'ailleurs est-ce qu'on en parle que pendant toute notre enfance nos parents n'arrêtent pas de nous dire n'accepte jamais quelque chose d'un inconnu, normal, sauf Halloween, où là il n'y a plus aucun problème, hein, visiblement, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bref, je vous laisse sans plus attendre avec cette histoire qui est assez terrifiante. Avant ça, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un commentaire, ça me soutient énormément. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Avant de commencer cette histoire, je vous donne juste un petit peu de contexte. Ronald Clark O'Brien vivait à Deer Park, au Texas, avec sa femme et leurs 2 enfants, Timothy et Elizabeth. Ronald travaillait comme opticien chez Texas State Optical, une boutique très connue aux États-Unis. Il était également diacre dans une église dans laquelle il chantait pour la chorale, mais aussi pour diriger un programme local. Maintenant que vous avez ce petit contexte, allons sans plus attendre à la date importante dans cette histoire, le 31 octobre 1974. Le soir d'Halloween, du coup, fête très populaire aux États-Unis. Ronald décide d'emmener avec lui ses 2 enfants pour aller demander des bonbons dans son quartier. Mais dans leur quête de sucrerie, les 2 enfants et leur père s'arrêtent devant une maison. Elle n'est pas abandonnée, mais on pourrait croire que c'est le cas, tellement elle est mal entretenue et surtout qu'il n'y a aucune lumière. Timothy, le plus grand des 2 enfants, décide quand même d'aller toquer à la porte. Lui, il veut avoir le plus de bonbons possible, peu importe le risque. La petite famille va attendre plusieurs secondes. Mais pas de réponse. Les 2 enfants qui étaient impatients de continuer leur quête se mettent alors à courir vers la maison suivante, pendant que Ronald, lui, reste devant cette maison. Quelques maisons plus loin, Timothy et Elizabeth se rendent compte que leur père n'est plus avec eux. Ils décident de l'appeler parce qu'ils ont un peu peur sans lui. Ronald arrive essoufflé et dit à ses enfants la chose suivante. Le monsieur qui ne répondait pas tout à l'heure m'a finalement ouvert la porte, et regardez ce qu'il m'a donné pour vous. Il brandit alors 5 Pixie Sticks devant les yeux émerveillés de ses enfants. Si jamais vous ne voyez pas quel bonbon c'est juste une espèce de paille en plastique remplie d'une poudre sucrée. La petite famille continue de toquer aux portes, puis au bout d'un moment, Ronald dit qu'il est temps de rentrer. Sur le chemin du retour, le père donne un Pixie Sticks à chacun de ses enfants, mais aussi 2 pour les enfants de son voisin, et enfin le dernier pour un petit garçon de l'église qu'il a reconnu dans la rue. Timothy et Elizabeth rentrent tout contents chez eux, avec des paniers remplis de bonbons qu'ils vont pouvoir déguster. Avant d'aller dormir, Timothy demande s'il peut manger quelques bonbons, ce à quoi son père répond « oui, mais uniquement un seul ». En même temps, logique, il est tard et Ronald ne veut pas qu'il se gave de bonbons avant d'aller dormir. Pas de souci pour Timothy, il sait déjà ce qu'il veut depuis le retour de la récolte. Il veut le Pixie Sticks car c'est son bonbon préféré. Problème, c'est qu'il a du mal à l'ouvrir tout seul, à cause d'une agrafe présente sur la paille, chose qui n'est pas là habituellement. Ronald décide alors de l'ouvrir à sa place sans même remarquer la présence de cette agrafe. Timothy, très pressé, décide de manger son bonbon, mais en le mangeant, il se plaint d'un goût très amer. Il dit même à son père qu'il est dégoûtant par rapport à ceux qu'il a l'habitude de manger. Ronald, lui, réagit pas plus que ça, il donne juste un jeu à son fils pour faire passer le goût. Mais là, quelque chose se passe. Timothy commence à se plaindre d'une douleur atroce au ventre. Il a des crampes, la nausée, et tout d'un coup, il se met à courir vers la salle de bain. Une fois au-dessus des toilettes, le jeune garçon commence à vomir et il est pris de violentes convulsions. En voyant ça, Ronald décide d'appeler immédiatement le 911 et il est en train d'expliquer ce qu'il se passe alors que son fils devient de plus en plus mou dans ses bras. L'ambulance arrive en seulement quelques minutes pour transporter en urgence le jeune garçon à l'hôpital. Mais sur la route et seulement 1 heure après avoir consommé le Pixie Sticks, Timothy décède. Évidemment que ce soit Ronald, sa femme, l'ambulance ou même la police, tout le monde se dit que ça vient très probablement du bonbon qu'il a mangé. Après avoir tiré cette conclusion, la police se dépêche d'avertir tout le quartier de Deer Park pour éviter qu'un autre drame se produise. Cela a suscité la peur chez tous les parents. Et en même temps logique. Du coup, ils ont remis tous les bonbons collectés à la police par peur qu'ils soient eux aussi empoisonnés. Pour ce qui est d'Elizabeth, la sœur de Timothy, heureusement elle s'était endormie sans le manger. Pareil pour les 2 enfants du voisin, mais il en reste encore un. Lorsque la police arrive au domicile de l'enfant de l'église pour annoncer la nouvelle, les parents sont sous le choc. Parce qu'ils ont bien vu leur garçon rentrer avec ce bonbon et monter dans sa chambre. Ils vont se précipiter à l'étage dans la chambre de l'enfant et ils le voient allongé sur le lit. Heureusement, il est juste endormi, avec le Pixie Sticks qu'il n'a pas réussi à ouvrir dans la main. Suite à ça, une enquête va être ouverte, et les 4 Pixie Sticks sont envoyés en analyse laboratoire, tout comme le corps de Timothy, qui va être analysé par un pathologiste. Et sans grande surprise, c'est bien le bonbon qui est à l'origine de la mort du garçon. Mais ce que les analyses vont révéler est bien plus grave que ce que tout le monde aurait pu s'imaginer. Le Pixie Sticks qu'avait avalé Timothy contenait suffisamment de cyanure pour tuer 2 adultes. Et pour ce qui est des 4 autres qui, par chance, n'avaient pas été ouverts, eux contenaient une quantité de cyanure pouvant en tuer 4. Donc là, très clairement, la police comprend qu'ils font face à un homicide volontaire. Et pour commencer leur enquête,
fait, ils vont d'abord interroger Ronald, tout simplement parce que c'est lui qui les avait avertis pour les Pixie Sticks. L'enquêteur va être léger dans ses questions et il va essayer de faire rire Ronald, pour lui faire oublier le drame qu'il vient de vivre. Bon, évidemment, la première question qu'il a posée, c'est « De quelle maison vous avez eu ces bonbons ?» Ronald hésite un peu avant de dire qu'il ne s'en rappelle plus. L'enquêteur de cette affaire trouve quand même ça bizarre comme réponse. Pour autant, avec la patrouille, il décide d'aller voir tous les habitants du quartier un à un pour leur poser des questions. Et pendant ce tour, l'enquêteur va commencer à se méfier un peu plus de Ronald. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aucun des habitants qu'ils sont allés voir n'avait donné de Pixie Sticks le soir d'Halloween. Après ça, la police retourne voir Ronald et l'enquêteur ne rigole plus du tout avec lui. Il lui dit très clairement que là, c'est son fils qui est mort et qu'il a intérêt à être un peu plus impliqué dans l'affaire. Et là, bizarrement, Ronald se rappelle enfin de la fameuse maison où on lui a donné ses bonbons empoisonnés. Il dit aussi aux agents de police qu'il ne connaît pas du tout le propriétaire de la maison et que le soir d'Halloween, l'homme lui avait juste entrouvert la porte et avait tendu les 5 Pixie Sticks. La seule chose que Ronald avait vue ce soir-là, c'est que l'homme était poilu et que les lumières de sa maison étaient toutes éteintes. Avec cette nouvelle information, l'enquêteur se dit que ça y est, ils ont enfin le suspect principal de cette affaire. La patrouille de police va donc au domicile de l'homme. Mais encore une fois, personne ne répond. Il décide de repasser le lendemain. L'enquêteur, lui, de son côté, va se renseigner un peu sur cet homme, qui paraît très bizarre dans cette affaire. Il va donc éplucher le dossier toute la nuit avant d'aller faire une perquisition le lendemain. L'homme s'appelle Melvin Courtney, il travaille en tant que contrôleur de la circulation aérienne, et il a un casier judiciaire totalement vierge. Mais le plus étonnant dans tout ça, c'est que Melvin finit souvent très tard à son taf, et rentre rarement chez lui avant 23h. Ok. Donc là, il y a quelque chose à éclaircir pour l'enquêteur. Est-ce que le principal suspect dans cette affaire était bien chez lui le soir d'Halloween, ou alors est-ce qu'il était encore au travail au moment des faits? Du coup, tôt le matin, avant d'aller faire la perquisition, l'enquêteur il va toquer chez tout le voisinage pour demander justement si Melvin était bien chez lui ce soir-là. Et après avoir fait plus de 50 maisons, la même réponse est revenue en boucle. Nous l'avons vu rentrer vers 23h30, juste après que le drame ait eu lieu. Avec tous ces témoins, le contrôleur aérien est logiquement retiré de la liste des suspects. Et là, franchement, à ce stade, la police est totalement perdue. Personne n'a de piste, le suspect numéro 1 vient d'être écarté, et il n'y a aucun témoin d'un quelconque événement bizarre. Enfin, tout le monde est perdu, sauf l'enquêteur en charge de l'affaire. Lui, il se rappelle que Ronald a été très chelou à plusieurs moments, que ce soit dans ses réponses, dans son comportement. Alors peut-être que c'est parce qu'il vient de perdre son fils, mais pour autant, l'enquêteur veut faire quelques recherches sur ce père de famille. Il va se mettre à éplucher son dossier de fond en comble, et là, plusieurs détails vont l'interpeller. Ronald O'Brien a une dette de plus de 100 000 $ qu'il n'arrive pas à rembourser. Sur les 10 dernières années, il a occupé plus de 21 emplois, sur lesquels il a été licencié quasi systématiquement pour vol dans l'entreprise. D'ailleurs, vous vous souvenez de Texas State Optical, l'endroit où il travaillait au moment des faits? Bah, même chose, il allait aussi se faire licencier parce qu'il avait volé dans la caisse du magasin. En plus de ça, sa voiture était sur le point d'être prise, il avait plusieurs prêts bancaires en cours, et la maison familiale venait de se faire hypothéquer. Et pour finir, cerise sur le gâteau, l'enquêteur découvre que Ronald avait souscrit des polices d'assurance vie pour ses 2 enfants, quelques mois avant la mort de Timothy. Ouais, là normalement vous commencez à deviner un petit peu la fin de cette horrible histoire. C'est en janvier 1973 que Ronald avait souscrit aux assurances vie pour ses 2 enfants, et quasiment tous les mois il augmentait les plafonds de 10 000 $. Et ce, malgré la réticence de son agence, qui lui répétait sans cesse que ses enfants avaient encore toute leur vie devant eux. Mais pourtant, 3 jours avant la mort de Timothy, il avait encore augmenté les plafonds. Mais cette fois, non pas de 10 000 $, mais bien de 20 000 $ supplémentaires. Avec toutes ces démarches, si un de ses enfants venait malencontreusement à décéder, il toucherait 370 000 $ par enfant. Sa femme, quant à elle, n'était pas du tout au courant de ses polices d'assurance vie sur ses enfants. En creusant un peu plus, l'enquêteur se rend compte d'une chose, c'est que Ronald a appelé son assurance pour se renseigner sur la collecte des fonds moins de 24 heures après le décès de son fils. Bon, il a souscrit des assurances, ce qui est un petit peu douteux pour un enfant de 10 ans. En plus de ça, il appelle le lendemain pour récupérer l'argent. Chacun fait son deuil comme il veut, après tout. Mais on n'a toujours pas de preuves concrètes que c'est bien lui qui a tué son fils. Mais dommage pour lui. En fait, non. Pas dommage du tout, mais il y avait d'autres preuves flagrantes. Comme le fait que Ronald s'était rendu dans un magasin spécialisé à Houston quelques jours avant Halloween pour acheter, devinez quoi, du cyanure. Là, avec ça commence à faire beaucoup de preuves quand même. La police va donc arrêter le père et l'accuser d'avoir empoisonné les Pixie Sticks pour pouvoir ensuite toucher l'argent de l'assurance et ainsi rembourser ses différents prêts. Surtout qu'il avait clairement fait exprès d'en donner à d'autres enfants pour qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui. Et lorsque la police vient pour arrêter Ronald, ce dernier maintient qu'il est innocent et qu'il n'a absolument rien fait dans cette histoire. Surtout que le mec a quand même le culot de dire qu'il n'aurait jamais pu tuer son fils pour de l'argent. À partir de ce moment, c'est le début d'un procès. Non, pardon, d'un très long procès.
Lors de son arrestation le 5 novembre 1974, soit 5 jours après le drame, Ronald est inculpé pour un chef d'accusation de meurtre capital et 4 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Et évidemment, avec toutes ces preuves accablantes, cet énorme psychopathe a plaidé non coupable aux 5 chefs d'accusation. Du coup, pour venir à bout de ce procès, il va falloir que la justice trouve toutes les preuves pour montrer qu'il est bien le coupable. Et d'ailleurs, cette histoire, elle va profondément choquer les Américains, ce qui fait que très vite les premiers témoins font leur apparition. Le premier à prendre la parole est un chimiste que Ronald connaissait bien et qui va fournir des informations contre lui. En effet, le père de famille l'aurait contacté durant l'été 1974 pour lui poser plein de questions sur le cyanure et notamment pour savoir quelle était la quantité mortelle. Tiens. Comme par hasard. En vrai, j'essaye juste de mettre un peu de légèreté dans cette histoire qui est déjà bien assez glauque comme ça. Après ça, c'est au tour du vendeur du magasin spécialisé à Houston, qui témoigne que Ronald a bel et bien acheté du cyanure chez lui quelques jours avant Halloween. C'est ensuite ses amis et ses collègues qui diront que le père avait un intérêt particulier pour le cyanure quelques jours avant la fête, et qu'il n'arrêtait pas de répéter qu'une toute petite dose pouvait être mortelle. Vraiment, là, dans ma tête, le mec était à la pause café avec ses collègues, petite sucrète à la main, en train de balancer à tout le monde, et regarde, ça c'était du cyanure, ça te tue, hein. Grand malade mental, va. Mais bref, sa belle-sœur et son beau-frère ont eux aussi rajouté qu'il l'avait entendu dire le lendemain de la mort de son fils qu'il allait enfin pouvoir rembourser ses dettes avec l'argent de l'assurance et surtout qu'il allait prendre de grandes vacances loin de chez lui. Et enfin, pour clôturer tout ça, sa femme a rajouté qu'au moment de choisir le bonbon, Timothy n'a pas vraiment eu le choix. Ronald l'avait totalement forcé à prendre le Pixie Stix. Et évidemment, elle a demandé le divorce après avoir compris ce qu'il s'était réellement passé. Mais malgré toutes ces accusations contre lui, le procès va prendre énormément de temps, comme je vous l'ai dit juste avant. L'attention médiatique va alors se concentrer autour de cette affaire, et très vite Ronald est renommé par la presse The Candyman. Et c'est seulement le 3 juin 1975, après 46 minutes d'audience, que Ronald est reconnu coupable de meurtre capital et de 4 tentatives de meurtre. Le jury a finalement conclu qu'il serait condamné à la peine capitale, qui au Texas est la peine de mort. À cette époque, les hommes condamnés à mort, en vertu d'une ancienne loi au Texas, étaient confinés dans l'unité Ellis One, une prison très stricte. Et Ronald était connu par tous les autres détenus comme le Candyman. Il était évité et méprisé par tout le monde. Chaque jour, on lui répétait sans cesse qu'il devait avoir honte d'avoir tué son propre fils. Les détenus ont même demandé d'organiser une manifestation le jour de son exécution pour pouvoir exprimer toute la haine qu'ils avaient contre lui. La première date d'exécution était fixée pour le 8 août 1980. Elle a été reportée une première fois au 25 mai 1982. Puis elle a encore été repoussée une 3e fois, et finalement la date de son exécution sera fixée le 31 mars 1984, soit plus de 10 ans après l'atrocité qu'il avait commis. Durant ces derniers mots, Ronald a encore une fois proclamé son innocence, mais tout le monde savait que c'était faux. Et d'ailleurs, pendant son exécution, il y avait une foule de plus de 500 personnes rassemblées à l'extérieur de la prison, qui, en plus d'applaudir, criaient un bonbon ou un sort. Et il y avait aussi quelques personnes qui étaient contre son exécution. Et ben ils ont juste pris une inondation de bonbons dans leur gueule. En tout cas, cette affaire a profondément modifié la perception de la fête d'Halloween, créant une peur généralisée autour de la sécurité des enfants. Et elle a surtout laissé une empreinte macabre sur ce qui devait être une soirée joyeuse et innocente. J'espère que vous avez aimé ce petit thread d'horreur spécial Halloween, et j'espère aussi que du coup vous n'aurez pas trop peur d'aller demander des bonbons à vos voisins. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de mettre un commentaire, et de vérifier s'il n'y a pas d'agrafe sur vos paquets de bonbons. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, allez, ciao!